C'est un album de famille un peu particulier. À 6 ans, Darren regarde des photos de sa mère prises dans une prison indonésienne. Mary-Jane attend son exécution pour avoir importé de l'héroïne dans sa doublure de valise. Mais pour ses parents, c'est un gang international qui a mis la drogue à son insu. Ils ont dit qu'ils étaient un cartel de la drogue. Ils ont menacé de nous tuer les uns après les autres si nous allions voir la presse. Ils ont menacé de tuer ma fille en Indonésie. Comme elle, ils sont des millions à fuir la pauvreté du pays dans l'espoir d'un travail à l'étranger. Des cibles faciles pour les cartels de la drogue à la recherche de mules. Plus de 800 Philippins se retrouvent ainsi derrière les barreaux à travers le monde, dont 41 dans les couloirs de la mort, pour la plupart en Chine ou en Malaisie. Pourtant, le gouvernement assure qu'il fait son maximum pour prévenir ses citoyens. Nous avons des rappels en permanence dans les aéroports à propos du trafic de drogue. Donc je dirais que le gouvernement philippin a été actif pour avertir les gens des dangers du trafic de drogue. Mais d'après les associations de défense des droits de l'homme, la situation est souvent plus compliquée. Les trafiquants ciblent souvent des femmes vulnérables, tentées par de l'argent facile, piégées ou même menacées. Qui voulez-vous tuer d'abord? Votre mère, votre sœur ou votre femme? Et ensuite ils sont supposés avaler l'héroïne dans un préservatif. Ils sont forcés de le faire parce qu'ils veulent sauver leur famille aux Philippines. Ce sont déjà des victimes. L'exécution de Mary-Jane semble imminente. Alors, malgré les menaces, ses parents s'affichent devant les médias et participent à des manifestations à Manille. Un appel a été rejeté en Indonésie, faisant fondre les chances pour ces garçons de revoir leur mère en vie. Premier battement d'aile. Pour Kansavé, c'est une récolte d'un genre un peu particulier qui commence dans son jardin. Des chenilles et des œufs de papillons qu'elle va élever. Les insectes sont ensuite vendus au jardin tropical de Bantisré au Cambodge, le plus grand sanctuaire de papillons d'Asie du Sud-Est. J'avais peur des chenilles et ça me rendait malade. Je les retirais quand je les voyais sur ma chemise. Je n'avais pas de travail, alors j'ai décidé de faire ça. Maintenant j'ai l'habitude. Je n'ai plus peur des chenilles. Le centre leur fournit une cage et leur apprend à reconnaître la douzaine d'espèces locales. Durant la période de métamorphose, les chrysalides sont jalousement préservés dans ces boîtes, loin des prédateurs et des parasites. En haute saison, les éleveurs de papillons peuvent espérer gagner 140 € par mois. À chaque fois qu'ils amènent des chrysalides, nous enregistrons combien ils en amènent et combien d'espèces ils ont. À la fin du mois, nous faisons le total des chrysalides et nous les payons. Chaque espèce a un prix différent. Le sanctuaire ne protège pas que les papillons, mais aussi leur habitat, car au Cambodge, la déforestation est un fléau. Selon la WWF, en 40 ans, le pays a perdu un quart de ses forêts. Une modeste clinique publique de Delhi qui abrite une technologie dernier cri. Le dossier de ce patient asthmatique est enregistré sur tablette, puis directement transmis au médecin. Elle prescrit un test sanguin réalisé à l'aide de cet appareil, capable d'effectuer 50 tests médicaux. Dès qu'il appuie sur transfert, le résultat est envoyé sur la tablette du docteur qui voit le résultat et fait sa prescription en fonction. Diagnostic, le bilan sanguin n'est pas bon. Le patient va devoir ralentir sur les cigarettes et l'alcool. Au total, la procédure a pris moins de 30 minutes. Cette clinique est l'une des centaines mises en place par le gouvernement de Delhi qui compte en ouvrir 1 millier, toutes équipées de haute technologie. On ne peut pas dire que le changement est fait à 100%. On apprend au fur et à mesure. Ça permet de gagner du temps. Le patient vient, on a juste à appuyer sur un bouton et le diagnostic est déjà là. Il nous dit son problème, on le note et ça prend moins de temps. Donc on peut consacrer plus de temps au patient. Les médicaments prescrits sont distribués gratuitement. L'objectif du projet, améliorer l'accès aux soins des plus pauvres. Derrière l'appareil médical au cœur du programme, cet ingénieur indien qui a quitté un travail bien payé aux États-Unis pour aider son pays.
Utilisée dans la clinique témoin de Delhi, son invention vendue 900 € pièce va bientôt équiper d'autres centres de la capitale et a déjà été testée dans 11 pays. Nous avons des partenariats actifs en ce moment en Afrique et quelques-uns en Amérique du Sud où ça va être lancé. Mais nous avons constaté dans des pays développés comme l'Angleterre ou les États-Unis une demande pour des technologies de ce genre. Une révolution pour ceux qui ne peuvent se payer les cliniques privées, où une simple consultation coûte près de 15 €. Mais tablette ou non, pour la plupart des patients, l'important c'est de ne pas avoir à faire des heures, voire des jours d'attente. Dans les grands hôpitaux publics, il y a trop de monde. On doit enregistrer son numéro et après attendre près de 2 heures. Ici, c'est près de chez moi. Tous les services sont disponibles gratuitement. Un premier pas qui reste loin d'être suffisant en Inde, où plus de 360 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, soit un tiers de la population. Hanover Park, ses arbres, ses petites résidences et ses gangs de criminels. Dans ce petit quartier de Cape Town où vivent 45 000 habitants, près de 80 personnes meurent chaque année dans les violences entre gangs rivaux. Il y a déjà eu 2 morts par balle aujourd'hui et il n'est que 3 heures. Une ONG locale, Ceasefire, tente de rentrer en contact avec ces bandes organisées. Inspirée d'un projet similaire développé à Chicago, cette initiative a été lancée il y a 6 ans. Elle emploie d'anciens membres de gangs comme Nilon Peterson pour servir de médiateur. Avant de lancer une attaque, le chef du groupe vient me parler et on essaie de trouver un moyen pour éviter les violences. Financé par la ville de Cape Town, Ceasefire dispose d'un équipement spécialisé, d'une application qui géolocalise les fusillades en temps réel. Une aide précieuse pour les médiateurs qui, de leur côté, essayent de tisser des liens avec les membres des gangs. D'après les données collectées par les équipes sur le terrain, le taux de criminalité aurait baissé de 26% dans le quartier l'an dernier. Il n'existe pas une réponse unique à la violence des gangs. Ceasefire est l'un des moyens mis en place pour essayer de parler avec les membres au sein de ces groupes. Et quel meilleur moyen pour cela que des gens qui viennent de ce système, qui ont les connexions et une certaine crédibilité dans le milieu. Ils peuvent parler avec ceux que la ville n'arrive pas à atteindre. Malgré ses bonnes intentions, le projet Ceasefire n'est pas épargné par les critiques. Certains hommes politiques locaux dénoncent les liens ainsi créés avec les chefs des gangs et craignent une forme de légitimation de leur activité criminelle. Guljan est aujourd'hui journaliste à la télévision kirghize. Mais il y a 3 ans, son destin a failli basculer. Un inconnu la kidnappe et tente de l'épouser de force. La jeune femme échappe de peu à son ravisseur et à cette coutume que l'on appelle ici à la kachou, ce qui signifie « prends et cours ». J'étais seule contre tous. Il n'y avait personne de mon côté. On m'a pris mon portable, je n'avais aucun soutien. Alors il ne me restait plus qu'à exiger qu'on me libère et menacer de porter plainte devant la police. Depuis 2012, cette tradition kirghize du mariage par enlèvement est un crime puni de 10 ans de prison. Pourtant, d'après l'ONU, un tiers de la population l'ignore. Jeune dessinatrice de talent, Tatiana Zelenskaya milite pour une prise de conscience collective. Elle a transposé des témoignages de victimes en court-métrage d'animation. Diffusée sur Internet, la série provoque le débat. Beaucoup de femmes ont salué ce projet. Elles disent que j'ai bien fait et qu'il faut parler de ce sujet. Quant aux commentaires négatifs, ils viennent essentiellement des hommes. Ils disent que ce problème n'existe pas et que j'ai tout inventé. Ils disent que tout cela c'était au Moyen-Âge et que je suis une provocatrice. Plusieurs ONG dénoncent également les pressions familiales subies par les victimes pour les empêcher de dénoncer leur enlèvement. D'après une estimation des Nations Unies, plus de 12 000 femmes et jeunes filles sont kidnappées chaque année au Kirghizstan, pays d'à peine 6 millions d'habitants. Aux portes du désert, en périphérie d'Agadez, au nord du Niger, ces pick-up surchargés reviennent de Libye. À bord, des migrants désabusés. Ils comptaient rejoindre l'Europe, mais le projet s'est effondré. En Libye,
Les migrants sont à la merci de la police et des bandes armées qui n'hésitent pas à les rançonner. Tu peux travailler et après on ne te paye pas. Il y a trop de bandits. Ils cherchent de l'argent. Pour ton téléphone, ils peuvent te tuer et te tirer dessus. En 2016, 335 000 migrants ont quitté le Niger, la plupart vers la Libye pour y travailler ou tenter de monter sur un bateau vers l'Europe. Certains restent plusieurs années coincés en Libye, puis décident de rebrousser chemin, désillusionnés. Je suis revenu parce que ce que j'étais allé chercher, ce que je croyais, je n'ai pas trouvé et puis bon, je n'ai pas vu ce que je pensais, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait une représentation fictive et utopique de l'autre monde. Bon, à ma grande surprise, ce n'était pas le cas. Abdoulaye a quitté le Sénégal avec toutes ses économies accumulées depuis 10 ans. Il attend avec impatience son départ dans ce foyer de fortune fourni par des passeurs. Pour lui, il est hors de question d'abandonner. Si j'ai mouru dans la route, c'est dans la route, c'est pas mauvais. Parce que j'ai quitté en Afrique pour aller chercher de l'argent pour ma famille. Si j'ai mouru quand même, c'est bon. Pour décourager les migrants, le Niger a adopté une loi interdisant leur transport. Une loi qui rend le parcours des clandestins d'autant plus périlleux. Dans ce camp de l'état de Kassala, au nord-est du Soudan, près de 30 000 personnes attendent leur destin. Beaucoup ont fui l'Érythrée voisine et sont entrés illégalement au Soudan avant d'espérer rejoindre l'Europe. Après passer la frontière, certains ont été kidnappés par la tribu bédouine des Rachaïda. Après 5 jours en captivité, nous avons été secourus. Nous avons fui l'Érythrée parce que nous voulions la liberté. Mais quand nous sommes arrivés ici, nous avons été capturés par les Rachaïda. D'après les forces de sécurité soudanaises, des dizaines d'Érythréens essayent d'entrer au Soudan chaque jour. Et traverser à pied peut prendre des semaines. Ils fuient l'un des régimes les plus répressifs du monde qui impose un service militaire universel et sans limite de durée. L'armée érythréenne a ses agents partout et ils peuvent nous attraper, nous renvoyer là-bas. Ce n'est pas sûr pour nous d'être ici pendant longtemps. Le Soudan est un pays de transit clé sur la route de l'Europe. D'après l'ONU, au moins 108 000 Érythréens sont actuellement dans le pays. Ils passent ensuite en Libye ou en Égypte avant d'embarquer pour une traversée périlleuse de la Méditerranée. Pour réduire le trafic, les forces soudanaises ont augmenté le nombre de patrouilles le long des 600 km de frontières. La frontière est longue et difficile. Le Soudan ne peut pas la garder seul, même en déployant toutes ses capacités. Il ne peut pas la surveiller. Nous avons besoin d'une coopération internationale. Le trafic des migrants serait devenu un commerce de plusieurs millions de dollars. Dans les camps, les Érythréens disent vivre dans une peur permanente d'être envoyés chez eux. Certains ont payé des milliers de dollars pour traverser et beaucoup ont encore l'espoir d'atteindre l'Europe.